Jiddu Krishnamurti. De l'amour et de la solitude. Sans amour, vous aurez beau faire, courir après tous les dieux de la terre, prendre part à toutes les activités sociales, tenter de remédier à la pauvreté, entrer en politique, écrire des livres, écrire des poèmes. Vous ne serez qu'un être mort. Sans amour, vos problèmes iront croissant et se multipliant à l'infini. Mais avec l'amour, quoi que vous fassiez, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de conflit. L'amour, alors, est l'essence de la vertu. Krishnamurti, Bombay, le 21 février 1965. Madras, le 16 décembre 1972. En abordant ensemble ces questions, qui sont la trame même des problèmes quotidiens de notre vie, je crois qu'il ne faut surtout pas oublier que c'est vraiment ensemble que nous menons l'enquête, ensemble que nous entreprenons ce voyage au cœur de la problématique complexe de l'existence. Et pour enquêter ensemble, il faut une qualité d'intensité, une qualité d'esprit, qui ne soit entravée par aucune croyance ou conclusion particulière. Il faut, au contraire, être prêt à aller très loin, non pas en termes de distance ou de temps, mais en profondeur. Nous allons chercher ensemble à savoir s'il nous est possible ou non d'instaurer l'ordre dans notre vie relationnelle au quotidien. Car relations et société ne font qu'un. Ce sont les relations entre vous et moi, entre moi et autrui, qui constituent la structure de la société. La relation, c'est donc à la fois la structure et la nature de la société. Je dis les choses très simplement. Or, quand l'ordre fait défaut au sein de cette relation, ce qui est le cas à l'heure actuelle, alors toute action, quelle qu'elle soit, non seulement ne peut être que contradictoire, mais entraîne aussi forcément beaucoup de souffrance, de malheur, de confusion et de conflit. Je vous en prie, ne vous contentez pas de m'écouter parler, mais qu'il y ait véritablement partage, car ce voyage, nous l'entreprenons tous ensemble, peut-être main dans la main, en tout cas avec affection, avec considération. Si vous restez simplement assis là, à écouter passivement des propos ou des injonctions, alors je crains que nous ne puissions le faire, ce voyage main dans la main. C'est pourquoi je vous invite à observer votre propre esprit, vos propres liens relationnels, peu importe lesquels, avec votre femme, vos enfants, votre voisin ou votre gouvernement, et à vérifier si l'ordre imprègne ces relations. Car l'ordre est nécessaire, tout comme la précision. L'ordre, c'est la vertu. L'ordre est tellement mathématique, si pur, si complet, et nous allons chercher à savoir si un tel ordre existe. Nul ne peut vivre hors de toute relation. On peut se retirer dans la montagne, se faire moine ou sannyasi, s'éloigner de tout en parcourant seul le désert. On est cependant toujours relié à quelque chose. C'est un fait absolument incontournable. Nul ne peut exister dans l'isolement. L'esprit peut croire qu'il existe isolément, ou susciter un état d'isolement. Mais même au sein de cet isolement, on est en relation. La vie est relation. Vivre,
c'est être reliés. Nous ne pouvons pas vivre si vous et moi nous enfermons chacun derrière des remparts, ne jetant qu'un occasionnel coup d'œil par-dessus la muraille. Inconsciemment, au plus profond de nous, par-dessous les remparts, nous sommes reliés. Je ne crois pas que nous ayons prêté grande attention à cette question de la relation. Vos écritures sont muettes à ce sujet. Elles parlent de Dieu, de pratiques, de méthodes, de techniques de respiration, de tel ou tel interdit. Mais, à ce qu'on m'a dit, jamais il n'est fait allusion à la relation. La relation, comme la liberté, implique la responsabilité. Vivre, c'est être en relation. La vie est faite ainsi. Et si le désordre règne dans cette relation, c'est toute notre société, toute notre culture qui s'écroule. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Qu'est-ce donc que l'ordre? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la relation? Et qu'est-ce que le désordre? Car lorsque l'esprit comprend vraiment en profondeur les causes du désordre, alors de cette prise de conscience, de cette vision pénétrante, de cette observation, l'ordre surgit spontanément. Il ne s'agit pas d'un schéma établissant ce que l'ordre devrait être. C'est à cela que nous avons été éduqués, à suivre un modèle instauré par les religions, les cultures, stipulant ce que l'ordre est censé être ou ce qu'il est. L'esprit s'est efforcé de se conformer à cet ordre, que celui-ci s'applique à la sphère culturelle, sociale, légale ou religieuse. Il s'est efforcé de se soumettre au modèle véhiculé par les activités sociales, instauré par certains décideurs, certains maîtres. Pour moi, l'ordre, ce n'est pas cela. Car il y a là un conformisme latent, et là où il y a conformisme, il y a désordre. Là où il y a soumission à l'autorité, il y a désordre. Là où l'existence est comparative, c'est-à-dire que chacun se mesure à l'autre, se compare à l'autre, pour moi, il y a désordre. Je vais vous en montrer les raisons. Pourquoi votre esprit se conforme-t-il? Vous l'êtes-vous jamais demandé? Vous rendez-vous compte que vous vous conformez sans cesse à un modèle? Peu importe le modèle en cause, et peu importe qu'il vous soit imposé de l'extérieur ou par vous-même. Pourquoi ne cessons-nous de nous conformer? Le conformisme est incompatible avec la liberté, c'est l'évidence même. Pourtant, l'esprit est toujours en quête de liberté. Plus grande est son intelligence, sa vivacité, sa lucidité, et plus grande est sa soif de liberté. L'esprit se conforme, il imite, parce que, à se conformer, à se soumettre à un modèle, on gagne en sécurité. C'est un fait patent. Nombre de vos attitudes sociales expriment cette primauté des conventions. Vous avez beau avoir étudié à l'étranger, être un grand savant ou un homme politique de premier plan, vous êtes toujours sournoisement hanté par la peur que des choses funestes ne vous arrivent si vous ne fréquentez pas le temple ou si vous ne faites pas les gestes ordinaires qu'on vous a inculqués. Vous vous pliez donc aux conventions. Or, qu'arrive-t-il à l'esprit qui se conforme? Examinez bien la question, je vous en prie. Lorsque vous vous conformez, qu'arrive-t-il à votre esprit?
c'est tout d'abord le déni total de liberté, de perception, d'investigation indépendante. N'est-il pas vrai que lorsqu'on se soumet, la peur est là? Dès la plus tendre enfance, l'esprit est rodé à imiter, à se plier aux schémas imposés par la société. Réussir aux examens, avoir un diplôme, trouver un emploi, si on a de la chance, se marier, et c'est tout. Et voter. Ainsi, au fond de soi-même, toute liberté est bannie. On a peur, on a le sentiment de n'être pas libre, d'aller à la découverte, de s'enquérir, de chercher, de poser des questions. De sorte que le désordre affecte notre relation. Nous allons, vous et moi, essayer de creuser vraiment les choses en profondeur, d'en avoir une vision lucide, d'en découvrir la vérité. Et c'est cette perception de la vérité qui libère l'esprit, et non une quelconque pratique, ni l'activité d'enquête, mais bien la perception authentique de ce qui est. Nous introduisons le désordre dans la relation, sur le plan intérieur et extérieur, par la voie de la peur, du conformisme et de la mesure, c'est-à-dire de la comparaison. Ce désordre affecte non seulement nos relations mutuelles, si intimes soient-elles, mais également nos liens avec l'extérieur. Si nous percevons clairement ce désordre, non seulement là-bas, au dehors, mais ici même, au plus profond de nous, et si nous en voyons toutes les implications, alors de cette perception même surgit l'ordre. Rien ne nous oblige plus désormais à vivre selon un ordre imposé. L'ordre n'a point de modèle, ce n'est pas un schéma à suivre. Il découle de la compréhension de ce qu'est le désordre. Mieux on comprend le désordre présent dans la relation, plus grand est l'ordre qui s'ensuit. Il nous faut donc découvrir en quoi consistent nos relations les uns avec les autres. Quelles relations entretenez-vous les uns avec les autres? Y a-t-il relation affective entre vous ou est-ce avec le passé que s'établit la relation? C'est le passé, avec ses images, ses expériences, son savoir, qui est à l'origine de ce que l'on appelle la relation. Mais en matière de relation, tout savoir acquis est source de désordre. J'ai des liens avec vous en tant que fils ou père, épouse ou mari. Nous avons vécu ensemble, vous m'avez blessé et je vous ai blessé. Vous m'avez houspillé, vous m'avez rudoyé, vous m'avez battu, vous avez proféré à mon encontre, derrière mon dos ou même face à face, des mots très durs. J'ai ainsi partagé avec vous 10 ans ou 2 jours de ma vie, et les blessures, les irritations, les plaisirs sexuels, les contrariétés, les agressions verbales, et ainsi de suite, sont autant de souvenirs qui restent gravés. Ils sont enregistrés dans le cerveau, lieu de la mémoire. Ma relation avec vous est donc fondée sur le passé. Ma vie n'est autre que le passé. Si vous avez bien observé, vous constaterez à quel point votre esprit, votre vie, votre activité sont enracinés dans le passé. Or, toute relation ancrée dans le passé ne peut que susciter le désordre. En d'autres termes, le savoir est facteur de désordre dans la relation. Si vous m'avez blessé, je m'en souviens. La blessure, qu'elle date d'hier ou bien d'une semaine, reste présente à mon esprit et constitue le savoir que j'ai de vous. Ce savoir fait obstacle à la relation, ce savoir est facteur de désordre. La question est donc celle-ci. Lorsque vous me blessez, que vous me flattez, que vous me scandalisez,
Mon esprit peut-il effacer tout cela de façon immédiate, sans l'enregistrer? Avez-vous jamais tenté l'expérience? Comme elle est belle la lune qui perce le feuillage en ce soir baigné de lumière et scandé par le cri des corbeaux. Cette lune magnifique derrière ce rideau de feuilles est une chose merveilleuse. Regardez-la et prenez-y plaisir. Admettons par exemple que quelqu'un m'ait tenu des propos plutôt rudes et qui ne sont pas vrais. Ces propos s'enregistrent et mon esprit identifie ensuite leur auteur à cet enregistrement et agit en fonction de celui-ci. Dès lors que l'esprit agit sur la base d'une connaissance préalable, de l'insulte, de ces mots blessants, de cette contre-vérité, ce savoir acquis suscite un désordre au sein de la relation. Nous sommes bien d'accord. Alors, comment faire en sorte que l'esprit n'enregistre rien au moment où est lancée l'insulte ou la flatterie? Car à mes yeux, ce qui compte le plus dans la vie, c'est la relation. Sans relation, le désordre est inéluctable. L'esprit qui vit dans l'ordre, l'ordre total, qui est l'ordre mathématique sous sa plus haute forme, cet esprit ne saurait tolérer que vienne le frôler, ne serait-ce qu'une seconde, la plus petite ombre de désordre. Et ce désordre naît lorsque l'esprit agit au sein de la relation sur la base d'un savoir préalable. Comment l'esprit peut-il faire en sorte de ne pas enregistrer l'insulte tout en sachant que celle-ci a été proférée? Et de même pour la flatterie. Peut-il savoir qu'elle a été proférée, mais sans l'enregistrer, de sorte que, dans cette relation, l'esprit conserve toujours sa pureté? Tout cela vous intéresse-t-il? Car, sachez-le, si cela vous intéresse réellement, il s'agit là du problème majeur de l'existence. Savoir comment vivre une vie où l'esprit aborde la relation sans avoir été ni blessé, ni gauchi. Est-ce une chose possible? Nous avons posé là l'impossible question. C'est une question impossible dont il nous faut trouver l'impossible réponse. Car ce qui est possible est médiocre, déjà achevé, défunt. Mais si l'on pose l'impossible question, l'esprit doit trouver la réponse. Mais en est-il capable? L'amour, voilà la réponse. L'esprit qui n'enregistre nulle insulte, nulle flatterie, sait ce qu'est l'amour. L'esprit peut-il faire en sorte de ne jamais enregistrer ni l'insulte ni la flatterie? Absolument jamais. Est-ce possible? Si l'esprit peut trouver réponse à cela, nous avons résolu le problème de la relation. Toute notre existence baigne dans la relation. Celle-ci n'est pas une abstraction, c'est une chose de la vie, réelle et quotidienne, un fait. Que vous vous rendiez au bureau, que vous en reveniez, et que ce soit pour partager le lit de votre femme ou vous disputer avec elle, vous êtes toujours en situation de relation. Et si l'ordre ne règne pas dans cette relation entre vous et l'autre, que l'autre soit un ou multiple, vous créerez une culture qui, en définitive, sera source de désordre, comme c'est le cas à l'heure actuelle. L'ordre est donc une nécessité absolue. Pour savoir ce qu'il en est, l'esprit peut-il, malgré tout ce qu'il a subi d'insultes, de blessures, de coups, de mots qui font mal, cet esprit peut-il n'en rien retenir, ne fût-ce qu'une seconde? Si peu que l'on retienne, la chose est déjà enregistrée, laissant son empreinte dans les cellules du cerveau. Voyez la difficulté de la question?
L'esprit peut-il agir en préservant une innocence totale? L'esprit innocent est celui qui est inapte à la blessure. Et étant incapable de subir la moindre blessure, il n'en infligera donc aucune. Une telle chose est-elle possible? L'esprit est exposé à des influences, des incidents, des malheurs, des défiances de toutes sortes. Lui est-il possible de ne jamais rien enregistrer et, par ce fait, de garder toute son innocence, sa clarté, sa pureté? Nous allons le découvrir ensemble. Nous y parviendrons en posant la question de ce qu'est l'amour. L'amour est-il le résultat de la pensée? L'amour est-il inclus dans le périmètre du temps? L'amour est-il le plaisir? L'amour est-il quelque chose qui peut être cultivé, pratiqué, élaboré par la pensée? L'exploration approfondie de tout cela nous amène forcément à cette question. L'amour est-il assimilable au plaisir, sexuel ou autre? Notre esprit est lancé dans la course incessante au plaisir. J'ai fait un bon repas hier. Le plaisir que j'y ai pris est enregistré. Et, devenant toujours plus exigeant, je voudrais faire demain un repas similaire, ou encore meilleur. J'ai pris un plaisir extrême à regarder le coucher de soleil, à contempler la lune derrière un rideau de feuillage, ou à suivre des yeux une vague, loin, là-bas sur la mer. Tant de beauté suscite une immense joie, et tout cela procure un plaisir immense. L'esprit l'enregistre, souhaite le voir se reproduire. La pensée, confrontée à la sexualité, réfléchit à la question, la retourne, la rumine et appelle de ses vœux la répétition de l'acte sexuel. Et c'est cela que l'on appelle l'amour. N'est-ce pas? Ne soyez pas timide lorsque nous abordons le domaine du sexe. Il fait partie de votre vie. Vous en avez fait quelque chose de hideux pour avoir renié toute forme de liberté, hormis cette unique liberté-là. L'amour, est-ce donc le plaisir? L'amour est-il élaboré par la pensée au même titre que le plaisir? L'amour, est-ce l'envie? Celui qui est envieux, cupide, ambitieux, violent, conformiste, soumis, en proie au désordre total, celui-là est-il capable d'aimer? Qu'est-ce alors que l'amour? Ce n'est évidemment rien de tout cela. Ce n'est pas le plaisir. Comprenez surtout bien l'importance du plaisir. Le plaisir est entretenu par la pensée. Elle n'est donc pas l'amour. La pensée ne peut pas cultiver l'amour. Elle peut cultiver la quête du plaisir, et elle s'y emploie activement. Comme elle cultive la peur. Mais elle ne peut créer l'amour, ni le concevoir. Percevez cette vérité. Percevez-la bien, et vous vous déferez définitivement de votre ambition, de votre avidité. Ainsi, par la négation, on parvient à cette chose tout à fait extraordinaire, et positive par excellence, cette chose qui s'appelle l'amour. Le désordre dans la relation est signe d'une absence d'amour, et ce désordre existe dès lors que règne le conformisme. C'est ainsi que l'esprit qui se soumet à des schémas de plaisir ou à la notion qu'il se fait de l'amour ne peut jamais savoir ce qu'est l'amour. En revanche,
L'esprit qui a saisi tout le processus de maturation du désordre parvient à un ordre qui est vertu et qui, de ce fait, est amour. Ce qui est en jeu, c'est votre vie, et non la mienne. Si vous vivez ainsi, vous serez extrêmement malheureux, en butte au désordre social, et ce courant vous emportera à jamais. Seul celui qui s'arrache à ce courant sait ce qu'est l'amour. Lui seul sait ce qu'est l'ordre. Madras, le 16 décembre 1972. En abordant ensemble ces questions, qui sont la trame même des problèmes quotidiens de notre vie, je crois qu'il ne faut surtout pas oublier que c'est vraiment ensemble que nous menons l'enquête, ensemble que nous entreprenons ce voyage au cœur de la problématique complexe de l'existence. Et pour enquêter ensemble, il faut une qualité d'intensité, une qualité d'esprit, qui ne soit entravée par aucune croyance ou conclusion particulière. Il faut, au contraire, être prêt à aller très loin, non pas en termes de distance ou de temps, mais en profondeur. Nous allons chercher ensemble à savoir s'il nous est possible ou non d'instaurer l'ordre dans notre vie relationnelle au quotidien. Car relations et société ne font qu'un. Ce sont les relations entre vous et moi, entre moi et autrui, qui constituent la structure de la société. La relation, c'est donc à la fois la structure et la nature de la société. Je dis les choses très très simplement. Or, quand l'ordre fait défaut au sein de cette relation, ce qui est le cas à l'heure actuelle, alors toute action, quelle qu'elle soit, non seulement ne peut être que contradictoire, mais entraîne aussi forcément beaucoup de souffrance, de malheur, de confusion et de conflit. Je vous en prie, ne vous contentez pas de m'écouter parler, mais qu'il y ait véritablement partage, car ce voyage, nous l'entreprenons tous ensemble, peut-être main dans la main, en tout cas avec affection, avec considération. Si vous restez simplement assis là, à écouter passivement des propos ou des injonctions, alors je crains que nous ne puissions le faire, ce voyage main dans la main. C'est pourquoi je vous invite à observer votre propre esprit, vos propres liens relationnels, peu importe lesquels, avec votre femme, vos enfants, votre voisin ou votre gouvernement, et à vérifier si l'ordre imprègne ces relations. Car l'ordre est nécessaire, tout comme la blessée. Vous m'avez houspillé, vous m'avez rudoyé, vous m'avez battu, vous avez proféré à mon encontre, derrière mon dos ou même face à face, des mots très durs. J'ai ainsi partagé avec vous 10 ans ou 2 jours de ma vie, et les blessures, les irritations, les plaisirs sexuels, les contrariétés, les agressions verbales, et ainsi de suite, sont autant de souvenirs qui restent gravés. Ils sont enregistrés dans le cerveau, lieu de la mémoire. Ma relation avec vous est donc fondée sur le passé. Ma vie n'est autre que le passé. Si vous avez bien observé, vous constaterez à quel point votre esprit, votre vie, votre activité sont enracinés dans le passé. Or, toute relation ancrée dans le passé ne peut que susciter le désordre. En d'autres termes, le savoir est facteur de désordre dans la relation. Si vous m'avez blessé, je m'en souviens.
La blessure, qu'elle date d'hier ou bien d'une semaine, reste présente à mon esprit et constitue le savoir que j'ai de vous. Ce savoir fait obstacle à la relation, ce savoir est facteur de désordre. La question est donc celle-ci. Lorsque vous me blessez, que vous me flattez, que vous me scandalisez, mon esprit peut-il effacer tout cela de façon immédiate, sans l'enregistrer? Avez-vous jamais tenté l'expérience? Comme elle est belle la lune qui perce le feuillage en ce soir baigné de lumière et scandé par le cri des corbeaux. Cette lune magnifique derrière ce rideau de feuilles est une chose merveilleuse. Regardez-la et prenez-y plaisir. Admettons par exemple que quelqu'un m'ait tenu des propos plutôt rudes et qui ne sont pas vrais. Ces propos s'enregistrent et mon esprit identifie ensuite leur auteur à cet enregistrement et agit en fonction de celui-ci. Dès lors que l'esprit agit sur la base d'une connaissance préalable, de l'insulte, de ces mots blessants, de cette contre-vérité, ce savoir acquis suscite un désordre au sein de la relation. Nous sommes bien d'accord. Alors, comment faire en sorte que l'esprit n'enregistre rien au moment où est lancée l'insulte ou la flatterie? Car à mes yeux, ce qui compte le plus dans la vie, c'est la relation. Lorsque l'esprit comprend vraiment en profondeur les causes du désordre, alors, de cette prise de conscience, de cette vision pénétrante, de cette observation, l'ordre surgit spontanément. Il ne s'agit pas d'un schéma établissant ce que l'ordre devrait être. C'est à cela que nous avons été éduqués, à suivre un modèle instauré par les religions, les cultures, stipulant ce que l'ordre est censé être ou ce qu'il est. L'esprit s'est efforcé de se conformer à cet ordre, que celui-ci s'applique à la sphère culturelle, sociale, légale ou religieuse. Il s'est efforcé de se soumettre au modèle véhiculé par les activités sociales, instauré par certains décideurs, certains maîtres. Pour moi, l'ordre, ce n'est pas cela. Car il y a là un conformisme latent, et là où il y a conformisme, il y a désordre. Là où il y a soumission à l'autorité, il y a désordre. Là où l'existence est comparative, c'est-à-dire que chacun se mesure à l'autre, se compare à l'autre, pour moi, il y a désordre. Je vais vous en montrer les raisons. Pourquoi votre esprit se conforme-t-il? Vous l'êtes-vous jamais demandé? Vous rendez-vous compte que vous vous conformez sans cesse à un modèle? Peu importe le modèle en cause, et peu importe qu'il vous soit imposé de l'extérieur ou par vous-même. Pourquoi ne cessons-nous de nous conformer? Le conformisme est incompatible avec la liberté, c'est l'évidence même. Pourtant, l'esprit est toujours en quête de liberté. Plus grande est son intelligence, sa vivacité, sa lucidité, et plus grande est sa soif de liberté. L'esprit se conforme, il imite, parce que, à se conformer, à se soumettre à un modèle, on gagne en sécurité. C'est un fait patent. Nombre de vos attitudes sociales expriment cette primauté des conventions. Vous avez beau avoir étudié à l'étranger, être un grand savant ou un homme politique de premier plan, vous êtes toujours sournoisement hanté par la peur que Madras,
le 16 décembre 1972. En abordant ensemble ces questions, qui sont la trame même des problèmes quotidiens de notre vie, je crois qu'il ne faut surtout pas oublier que c'est vraiment ensemble que nous menons l'enquête, ensemble que nous entreprenons ce voyage au cœur de la problématique complexe de l'existence. Et pour enquêter ensemble, il faut une qualité d'intensité, une qualité d'esprit, qui ne soit entravée par aucune croyance ou conclusion particulière. Il faut, au contraire, être prêt à aller très loin, non pas en termes de distance ou de temps, mais en profondeur. Nous allons chercher ensemble à savoir s'il nous est possible ou non d'instaurer l'ordre dans notre vie relationnelle au quotidien. Car relations et société ne font qu'un. Ce sont les relations entre vous et moi, entre moi et autrui, qui constituent la structure de la société. La relation, c'est donc à la fois la structure et la nature de la société. Je dis les choses très très simplement. Or, quand l'ordre fait défaut au sein de cette relation, ce qui est le cas à l'heure actuelle, alors toute action, quelle qu'elle soit, non seulement ne peut être que contradictoire, mais entraîne aussi forcément beaucoup de souffrance, de malheur, de confusion et de conflit. Je vous en prie, ne vous contentez pas de m'écouter parler, mais qu'il y ait véritablement partage, car ce voyage, nous l'entreprenons tous ensemble, peut-être main dans la main, en tout cas avec affection, avec considération. Si vous restez simplement assis là, à écouter passivement des propos ou des injonctions, alors je crains que nous ne puissions le faire, ce voyage main dans la main. C'est pourquoi je vous invite à observer votre propre esprit, vos propres liens relationnels, peu importe lesquels, avec votre femme, vos enfants, votre voisin ou votre gouvernement, et à vérifier si l'ordre ordre, comme c'est le cas à l'heure actuelle. L'ordre est donc une nécessité absolue. Pour savoir ce qu'il en est, l'esprit peut-il, malgré tout ce qu'il a subi d'insultes, de blessures, de coups, de mots qui font mal, cet esprit peut-il n'en rien retenir, ne fût-ce qu'une seconde? Si peu que l'on retienne, la chose est déjà enregistrée, laissant son empreinte dans les cellules du cerveau. Voyez la difficulté de la question? L'esprit peut-il agir en préservant une innocence totale? L'esprit innocent est celui qui est inapte à la blessure. Et étant incapable de subir la moindre blessure, il n'en infligera donc aucune. Une telle chose est-elle possible? L'esprit est exposé à des influences, des incidents, des malheurs, des défiances de toutes sortes. Lui est-il possible de ne jamais rien enregistrer et, par ce fait, de garder toute son innocence, sa clarté, sa pureté? Nous allons le découvrir ensemble. Nous y parviendrons en posant la question de ce qu'est l'amour. L'amour est-il le résultat de la pensée? L'amour est-il inclus dans le périmètre du temps? L'amour est-il le plaisir? L'amour est-il quelque chose qui peut être cultivé, pratiqué, élaboré par la pensée? Et l'exploration approfondie de tout cela nous amène forcément à cette question. L'amour est-il assimilable au plaisir, sexuel ou autre?
Notre esprit est lancé dans la course incessante au plaisir. J'ai fait un bon repas hier. Le plaisir que j'y ai pris est enregistré. Et, devenant toujours plus exigeant, je voudrais faire, demain, un repas similaire, ou encore meilleur. J'ai pris un plaisir extrême à regarder le coucher de soleil, à contempler la lune derrière un rideau de feuillage, ou à suivre des yeux une vague, loin, là-bas sur la mer. Tant de beauté suscite une immense joie, et tout cela procure un plaisir immense. L'esprit l'enregistre, souhaite le voir se reproduire. La pensée, confrontée à la sexualité, réfléchit à la question qu'un occasionnel coup d'œil par-dessus la muraille. Inconsciemment, au plus profond de nous, par-dessous les remparts, nous sommes reliés. Je ne crois pas que nous ayons prêté grande attention à cette question de la relation. Vos écritures sont muettes à ce sujet. Elles parlent de Dieu, de pratique, de méthode, de technique de respiration, de tel ou tel interdit. Mais, à ce qu'on m'a dit, jamais il n'est fait allusion à la relation. La relation, comme la liberté, implique la responsabilité. Vivre, c'est être en relation. La vie est faite ainsi. Et si le désordre règne dans cette relation, c'est toute notre société, toute notre culture qui s'écroule. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Qu'est-ce donc que l'ordre? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la relation? Et qu'est-ce que le désordre? Car lorsque l'esprit comprend vraiment en profondeur les causes du désordre, alors, de cette prise de conscience, de cette vision pénétrante, de cette observation, l'ordre surgit spontanément. Il ne s'agit pas d'un schéma établissant ce que l'ordre devrait être. C'est à cela que nous avons été éduqués, à suivre un modèle instauré par les religions, les cultures, stipulant ce que l'ordre est censé être ou ce qu'il est. L'esprit s'est efforcé de se conformer à cet ordre, que celui-ci s'applique à la sphère culturelle, sociale, légale ou religieuse. Il s'est efforcé de se soumettre au modèle véhiculé par les activités sociales, instauré par certains décideurs, certains maîtres. Pour moi, l'ordre, ce n'est pas cela. Car il y a là un conformisme latent, et là où il y a conformisme, il y a désordre. Là où il y a soumission à l'autorité, il y a désordre. Là où l'existence est comparative, c'est-à-dire que chacun se mesure à l'autre, se compare à l'autre, pour moi, il y a désordre. Je